Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La grippe aviaire a sans doute pris une nouvelle dimension. Pour la première fois, un élevage de volailles semble touché dans le département de l'Ain. Plusieurs centaines de dindes ont été décimées en quelques heures. En attendant le résultat des analyses, demain, le périmètre a été complètement bouclé. L'Union sacrée à la synagogue de la Victoire à Paris pour rendre hommage à Ilan Halimi, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, de très nombreuses personnalités politiques et religieuses ont assisté à la cérémonie. Le chef présumé du gang, Youssouf Fofana, arrêté la nuit dernière en Côte d'Ivoire, serait passé aux aveux. Les acquittements dans le procès Erignac ébranlent le système antiterroriste français. Les avocats du tireur présumé Yvan Colonna souhaitent maintenant s'engouffrer dans la brèche. Des lâchers de roses et une photo géante pour Ingrid Betancourt. Il y a 4 ans, jour pour jour, la sénatrice était prise en otage en Colombie. C'est une semaine de mobilisation qui commence en France. Nous garderons affiché son nom sur ce logo tout au long de ce journal. Et sa fille, Mélanie Betancourt, est avec nous ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin, les Jeux Olympiques et une 9e médaille en bronze pour la France dans l'épreuve de relais féminin en biathlon derrière les Russes et les Allemandes. Déception en revanche en snowboard, la France est bredouille. C'était le scénario redouté. Il est peut-être en train de se réaliser. La grippe aviaire pourrait donc s'être propagée pour la première fois en Europe dans un élevage. Et c'est dans l'Ain, tout près de l'endroit où un canard sauvage infecté avait été trouvé mort, que l'alerte est donnée. 400 dindes ont été tuées en quelques heures. S'agit-il vraiment du fameux virus H5N1? Ce n'est pas encore une certitude, mais la présomption est forte. Sur place, Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. C'est peut-être donc dans cette ferme de la Dombes que pour la première fois en France, un élevage de volailles est touché par le virus H5N1. C'est en visitant son bâtiment que l'éleveur a découvert ce matin 400 dindes sans vie. Son élevage comprend 11 000 dindes, toutes ont été euthanasiées. Un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires a procédé à des prélèvements qui ont été transportés par avion spécial au laboratoire référent en Bretagne. Depuis 15 heures, toute la zone est bouclée par les gendarmes. Personne ne peut accéder à l'exploitation. On va prendre un maximum de mesures de protection pour éviter que le foyer ne s'étende. Même si pour l'instant rien n'est prouvé, par prévention, on va donc mettre en place une fermeture, un cloisonnement du site initial. Les éleveurs voisins ont appris la nouvelle par les gendarmes. C'est un nouveau coup dur porté aux producteurs locaux. C'est clair que ça fait du souci, et puis bon, si ça s'étend, ça va devenir dramatique quoi, pour la filière avicole et puis pour tous ceux qui en vivent, quoi. La commune de Versailleux était déjà sous surveillance depuis vendredi. Le premier canard sauvage porteur du virus a été retrouvé dans le village voisin de Joyeux. Il ne faut pas dramatiser, hein. C'est un élevage de dindes, ça peut être un soupçon, c'est un souci, il faut être dans l'attente des résultats, quoi. Sans attendre les résultats, 11 barrages de gendarmerie ont été mis en place dans un rayon de 3 km. Seuls les riverains peuvent passer. Une situation inquiétante pour des habitants qui se retrouvent isolés. On a peur, c'est certain, il y a une petite voix qui nous dit quand même attention, mais bon, on attend. Pour le moment, d'après tous les médias, ça passe pas à l'homme, donc il n'y a pas de raison, on n'a pas touché d'oiseaux, donc on essaye de rester serein. Dès ce soir, un système de décontamination avec pédiluve sera installé aux entrées principales du village. Coïncidence, l'éleveur concerné, Daniel Clerc, avait donné une interview il y a quelques jours à l'agence France Presse. Il se disait alors confiant, estimant que les mesures de confinement garantissaient la santé de ses dindes. Écoutez. Les 12 000 dindes, elles sont là dans le bâtiment. Je vois pas comment elles peuvent être contaminées. C'est quand même de l'élevage industriel, donc il n'y a aucun contact avec l'extérieur. On est en charte de qualité, donc on a un cahier des charges à respecter, de la propreté, du suivi sanitaire, du suivi d'élevage. Pour le moment, elles n'ont rien, hein, c'est sûr. Et de toute façon, des prises de sang vont être faites par la DSV, donc mais je ne vois pas comment une contamination peut se faire à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé, quoi. Voilà, c'est donc la surprise et une énigme en direct du village de Versailleux où se trouve l'élevage contaminé. On retrouve Benoît Gadret. Bonsoir Benoît, quel est le sentiment sur place? Eh bien David, vous imaginez ce soir que les habitants de Versailleux et de toute la zone concernée attendent avec impatience les résultats des analyses qui devraient être connus demain matin a priori.
Et en attendant, eh bien, le sentiment général, c'est l'inquiétude. Inquiétude tout d'abord pour cet éleveur, un homme âgé de 44 ans, qui, tout comme le vétérinaire de la DSV qui est intervenu cet après-midi dans son exploitation, a été pris en charge par les médecins du SAMU de Bourg-en-Bresse. Les deux hommes ont reçu un traitement médicamenteux à titre préventif. Inquiétude aussi pour tous les habitants, parce qu'ils voient s'installer ce soir aux entrées de ce village de véritables sas de décontamination avec pédiluves, rotoluves et autres matériels. Et puis une question essentielle que tout le monde se pose ce soir, si la présence de ce virus H5N1 est confirmée dans cette exploitation, eh bien comment cet élevage a-t-il pu être contaminé? Ce sont des dindes industrielles, ce ne sont pas des dindes de plein air ou des dindes de label. Elles sont confinées toute l'année dans ce bâtiment et elles n'ont aucun contact a priori avec des oiseaux sauvages. Merci Benoît pour ces précisions. Partout dans le département de l'Ain, la nouvelle a très vite circulé. À Bourg-en-Bresse, des mesures de protection ont été mises en place, d'autant que dans la nuit, il a été confirmé qu'un deuxième canard sauvage avait été tué par la grippe aviaire dans un parc à la lisière de la ville. Alban Mikosi, Benoît Bringer, Thierry Simonet. Bourg-en-Bresse, 70 000 habitants dans une région d'élevage de volailles. Ici, ce n'est pas la panique, mais les deux annonces successives autour de la grippe aviaire commencent à inquiéter la population. On avait un cas à Villers-les-Dombes, maintenant c'est à Bouvant, après on nous dit à Versailleuse, ça se rapproche, et alors que quand même on a confiné nos bêtes, nos volailles de Bresse, et je trouve que ça... C'est quand même, ça ne devient pas la pandémie, mais c'est presque. Économiquement, c'est sûr que je m'interroge beaucoup sur ce que ça peut être au niveau, la catastrophe économique que ça va engendrer. Dans les rues des quartiers sud de la ville, la police a monté des barrages. Il s'agit de vérifier qu'aucune volaille n'est transportée clandestinement. Madame, bonjour. Contrôle de police, on vérifie que vous n'avez pas de volatile dans votre véhicule. Est-ce que je peux vérifier votre coffre, s'il vous plaît? Bourg-en-Bresse, doublement touché. Tout d'abord, ce parc en lisière de la ville, 56 hectares de chemins et de canaux. C'est ici qu'un pêcheur a trouvé jeudi dernier un canard mort. On a appris ce matin que celui-ci était porteur du virus H5N1. Dans ce même département, comme on le voit sur cette carte, se trouve la zone humide des Dombes. L'élevage suspecté d'être contaminé s'y trouve, près de Joyeux, là où vendredi un premier canard mort avait été localisé. Pour les professionnels, cette annonce est préoccupante. Quand c'est pas chez nous, on s'en fout. Mais là, quand ça nous touche vraiment, alors là, ils ont peur. Alors je pense que ça va être dur. Les réunions de crise se sont succédées. Parmi les décisions prises, celle de confiner strictement toutes les volailles de Bresse dans un rayon de 10 km autour de Bourg-en-Bresse. Bien sûr, répétons-le, il faut attendre les résultats des analyses demain, mais partout en France, l'inquiétude gagne les éleveurs. Près de Poitiers, reportage Michael Roparts, Fabien Tormos. Jean-Pierre Lecorne a appris la nouvelle en rentrant du marché. Cet aviculteur élève près d'1 millier de volailles. Ce premier cas suspect de grippe aviaire décelé dans un élevage l'inquiète. Il ne faudrait pas que ça arrive dans la région, hein. C'est très inquiétant. Si par exemple ça arrivait dans le coin de la Vienne ou des Deux-Sèvres et puis qu'ils bloquent, on ne pourrait plus laisser marcher. Il suffit d'arrêter, hein, on ne peut rien vendre. Hein. Parce que si on a des bêtes, par exemple on est bloqué pendant 40 jours, un canard, ça devient énorme. Hein. Et disons, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas les mettre dehors, qu'est-ce que je fais? On ne peut rien faire, on ne peut rien vendre. La probable apparition du virus dans un élevage de lin est une épreuve de plus pour les éleveurs. La filière avicole est déjà durement touchée. Depuis plusieurs mois, les ventes de volailles sont en forte baisse. Jean-Pierre Lecorne n'est pas très optimiste pour l'avenir du secteur. J'ai des craintes pour les jeunes qui, bon, moi, disons, je ne suis pas arrivé au bout du rouleau, mais presque, mais des jeunes qui viennent derrière moi, qui sont après, sur les marchés, qui ont commencé des marchés comme moi, ben eux, ils sont très inquiets. J'en connais un qui a déjà arrêté, hein. Jean-Pierre Lecorne est à quelques années de la retraite. Ses premiers cas suspects dans un élevage ne le rassurent pas. Il sait que les prochaines semaines vont être difficiles. Il a déjà perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires. Et répétons encore et toujours que la consommation d'une volaille cuite ne présente aucun danger. En tout cas, aussitôt l'information connue, Dominique de Villepin a fait une déclaration. Il promet justement une aide de 52 millions d'euros supplémentaires pour la filière et la mobilisation entière des services de l'État. On écoute le Premier ministre. C'est une épreuve pour l'ensemble des éleveurs de volailles de notre pays et c'est pourquoi, au-delà des 11 millions d'urgences qui ont été déjà décidées, nous avons choisi d'apporter une aide complémentaire de plus de 50 millions d'euros. On l'a dit, cette propagation du virus aux volailles d'élevage
si elle se confirme encore une fois, était un scénario envisagé, préparé même par les autorités. Voici ce qui est prévu, Nathalie Sapena. Avec l'apparition de cas probables de H5N1 dans un élevage, les mesures d'urgence passent à la vitesse supérieure. L'exploitation est immédiatement isolée, ce qui n'est pas le cas avec le périmètre entourant un oiseau sauvage infecté. Dans les deux cas, des zones de protection de 3 et 10 km sont instaurées, mais elles sont beaucoup plus sévères quand l'épidémie frappe un élevage. L'urgence est d'éviter la propagation du virus. Seuls les professionnels équipés de combinaisons de protection peuvent pénétrer dans l'élevage sécurisé. Toutes les volailles sont abattues. L'exploitation désinfectée doit rester vide pendant 21 jours. La zone des 3 km est aussi beaucoup plus restrictive. Barrages de gendarmerie, pédiluves, rotoluves, seuls les riverains ont le droit d'y pénétrer et quand ils en sortent, désinfection obligatoire. Le virus est en effet capable de résister sur des pneus pendant plusieurs jours. Enfin, interdiction de vente des œufs et des volailles produits dans cette zone. Dans le périmètre de surveillance des 10 km, les élevages sont surveillés de près, la circulation d'oiseaux vivantes interdite, ainsi que la chasse. Des mesures draconiennes qui protègent le consommateur. On peut continuer à manger de la volaille sans danger. La France, en tout cas, serait donc le premier pays d'Europe où un élevage est touché par le H5N1. À ce stade, on s'arrête un instant sur l'histoire récente de ce virus, apparu il y a quelques années et qui s'est rapidement développé ces derniers mois. François-Julien Piednoir. Il se balade dans la nature depuis un siècle et demi au gré du vol des oiseaux sauvages. Mais le virus de la grippe aviaire se révèle au monde en mai 1997. C'est la première fois qu'il tue un être humain. À Hong Kong, un petit garçon de 3 ans élevé dans une ferme avicole meurt d'une mystérieuse et virulente grippe. C'est la grippe aviaire. Pendant 6 ans, le virus se répand en Chine, dans les élevages. On abat par milliers, mais il franchit les frontières du pays. En décembre 2003, c'est une grande partie de l'Asie du Sud-Est qui est touchée. Japon, Taïwan, Cambodge, Thaïlande, Indonésie ou encore le Vietnam. C'est le pays qui comptera le plus de victimes humaines à ce jour, 42 morts. Le virus trouve alors dans les oiseaux migrateurs le meilleur vecteur de contamination. La Mongolie, le Kazakhstan et la Russie sont touchés. Octobre 2005, le virus s'installe en Europe. Des canards sont découverts porteurs du H5N1 en Roumanie. Puis des milliers de dindes meurent en Turquie. Le virus prendra 4 vies. Il continue sa migration sur le dos des oiseaux sauvages. Le 8 février 2006, le virus se pose pour la première fois en Afrique. Le H5N1 est détecté dans un élevage de poulets au Nigeria. 3 jours après, le 11 février, le virus entre pour la première fois dans l'Union européenne par la Grèce. Des cygnes et une oie sauvage sont porteurs du H5N1. Puis le virus se propage rapidement. Italie, Bulgarie, Autriche, Allemagne ou encore Slovénie. On se demande quand la France va être touchée. C'est le cas le 18 février. Un canard sauvage mort est découvert à Joyeux dans l'Ain. Il est porteur du H5N1. Aujourd'hui, il est question de contamination dans un élevage français. Une nouvelle étape dans l'histoire du virus. Autre actualité de cette journée, cette cérémonie aux allures d'union sacrée qui s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la Victoire à Paris. Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué notamment parce qu'il était juif. C'est en tout cas une des pistes retenues par la justice. Fait exceptionnel, Jacques Chirac assistait à cette cérémonie ainsi que de nombreuses personnalités. Jeff Wittenberg, Frédéric Basile. C'est une cérémonie religieuse. Ce soir, le Kaddish, la prière dite après un décès, devait être lue pour Ilan Halimi avant un discours du grand rabbin Sitruk. Un moment religieux donc, même si dans la synagogue de la rue de la Victoire à Paris, l'hommage va bien au-delà de la communauté juive. Le président de la République arrive peu avant 19 h accompagné de son épouse. Jacques Chirac avait téléphoné à la mère d'Ilan avant-hier. Dominique de Villepin est également présent. Ce matin, le Premier ministre confirmait le premier l'arrestation de Youssouf Fofana. Gilles de Robien, Catherine Colonna, de nombreux ministres sont là eux aussi. En fait, la droite et la gauche sont réunies ce soir. De Ségolène Royal à Dominique Strauss-Kahn, mais aussi François Hollande, de François Bayrou à Philippe de Villiers, beaucoup d'autres. À l'extérieur comme à l'intérieur, ils disent les mêmes mots, indignation et solidarité. C'est un acte de solidarité à l'égard d'une famille qui a été touchée dans sa chair. C'est aussi un acte de solidarité à l'égard des Juifs de France qui se sentent concernés par ce crime odieux. Ce que nous avons vécu ne doit plus se revoir. Par concernant des déclarations et des manifestations, c'est bien, mais peut-être faut-il aller au-delà.
Union sacrée des politiques, écuménisme des religieux. Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, assiste à la cérémonie, tout comme Dalil Boubaker, au nom des musulmans de France. C'est donc en tant que musulman que je suis venu apporter et mon réconfort, ma compassion, partager la peine de la famille à laquelle je pense très fort, et en particulier à la maman de la malheureuse victime, Ilan. La synagogue de la rue de la Victoire peut accueillir 1500 personnes. Dans les rues alentours, plusieurs milliers d'autres sont rassemblés ce soir à la mémoire d'Ilan Halimi. Oui, le grand rabbin de France, Joseph Citruc, qu'on a aperçu tout à l'heure, avait appelé tous les juifs et tous les non-juifs à participer à cette cérémonie. Effectivement, ils étaient plusieurs milliers ce soir. Yann Fronty, Vincent Bouffartigue. Ils sont arrivés discrètement. Les proches d'Ilan ont été les premiers à rentrer dans la synagogue. Dehors, une foule d'anonymes a commencé à se réunir 2 heures avant la cérémonie. Malgré le froid, tous ont tenu à être là pour dénoncer un crime odieux. Je trouve ça déplorable vraiment d'en arriver là, que ce pauvre petit qui a souffert 3 semaines sans que personne ne puisse intervenir. Mais c'est vraiment lamentable. Il n'y a pas de mots, il n'y a que la douleur, c'est tout. La France doit avoir honte qu'il y ait eu un acte pareil dans ce pays démocratique. C'est ignoble. L'émotion est très grande. Le silence est absolument indispensable, il n'y a rien à dire. La majorité de ceux qui se sont déplacés sont des membres de la communauté juive. Dans la rue, ils sont plusieurs centaines, trop nombreux pour la capacité de la synagogue. Jeunes ou plus âgés, ils sont pourtant prêts à patienter. Je répète, n'importe qui d'entre nous. Et donc voilà, on est venus tous ensemble et pour lui rendre hommage. Parce que vraiment c'est quelque chose d'inhumain et il faudrait peut-être qu'on ne tolère pas les choses comme ça. On est tous concernés. Et si ça peut vous dire, je ne suis pas de confession juive. Trop de monde. Chacun son tour, s'il vous plaît. Le quartier est bouclé par un important dispositif policier, chargé de canaliser la foule. D'autre part, pour les personnes qui souhaiteraient approcher de la synagogue. Dehors, alors que la nuit est tombée, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes continuent d'arriver. Autre rassemblement ce soir, pratiquement au même moment, à Bagneux, là où Ilan Halimi avait été séquestré. 350 personnes de toutes confessions, là aussi, se sont rassemblées à l'appel de la mairie pour cette marche silencieuse derrière une banderole où l'on pouvait lire « Pour Ilan, Bagneux contre la barbarie, l'antisémitisme et le racisme ». Et puis l'enquête, vous le savez, a franchi une nouvelle étape avec l'arrestation du chef présumé de ce gang des barbares, comme il s'est lui-même dénommé, Youssouf Fofana. Il était en fuite en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté à Abidjan la nuit dernière et il serait passé aux aveux. Amaury Guibert, Frédéric Guiraud. Youssouf Fofana est toujours dans les locaux de la police judiciaire d'Abidjan. 2 policiers français ici à l'image sont sur place pour assister aux interrogatoires du chef présumé du gang des barbares. Ils sont à Abidjan depuis avant-hier. Youssouf Fofana, lui, serait arrivé dans la ville mercredi dernier en provenance de Lyon. Mais il est vite repéré. Les policiers ivoiriens le localisent dans une résidence du quartier populaire d'Abobo, au nord-ouest d'Abidjan. Des barrages sont alors dressés. Hier soir, vers 23 h, une voiture avec 5 personnes à bord est interceptée près de ce carrefour. Parmi elles, Youssouf Fofana. Il avait sur lui un passeport vierge, signe qu'il voulait sans doute changer d'identité. Devant les enquêteurs, l'homme a reconnu l'enlèvement, mais apparemment pas le meurtre d'Ilan Halimi, ni la moindre motivation antisémite. Il a pour partie, une grande large partie, reconnu les faits. J'ai téléphoné au ministre de l'Intérieur ivoirien pour le remercier de la collaboration de la police ivoirienne qui s'est avérée efficace. Et par ailleurs pour lui demander de nous renvoyer M. Fofana dans les plus brefs délais. Pour la mère d'Ilan Halimi, la nouvelle de cette arrestation est un soulagement. Elle attend maintenant que la justice passe. Il est certain que ce garçon, qui visiblement est un psychopathe, doit être vraiment puni à la mesure de ce qu'il a entrepris, et surtout c'est lui qui a mis en place cette structure et cette logistique. Jusqu'ici, 13 personnes ont été mises en examen dans le dossier. Mais les enquêteurs ont la conviction que les membres du groupe de Bagneux sont plus nombreux. L'arrestation de Youssouf Fofana permettra de mieux comprendre le fonctionnement du gang.
La justice encore, et on revient maintenant sur ce coup de tonnerre dans le dossier Erignac avec ce double acquittement, on l'évoquait hier. C'est toute la police antiterroriste qui est ébranlée et la suite des procédures aussi qui est rendue plus incertaine, notamment en ce qui concerne le tireur présumé Yvan Colonna qui devrait être jugé dans quelques mois. Stéphane Bretner. Sortie triomphale hier pour les avocats de la défense. Jean Castella et Vincent Andréuzzi, condamnés en première instance à 30 ans de prison, sont acquittés. Et c'est le patron de l'enquête à l'époque, Roger Marion, et la division antiterroriste qui sont montrés du doigt. La justice a notamment reproché aux enquêteurs d'avoir falsifié un procès verbal capital. Et Roger Marion, certain de la culpabilité d'Andréuzzi et Castella au premier procès, ne l'était plus du tout en appel, ce qui a consterné l'avocat de la veuve du préfet Erignac. C'est quand même insensé que le directeur de l'enquête vienne dire finalement qu'il n'y a aucune raison de condamner Vincent Andréuzzi et Castella. Derrière ces acquittements se profile un autre événement capital, le futur procès d'Yvan Colonna, assassin présumé du préfet. Là encore, certains évoquent les méthodes douteuses des policiers, et notamment le père d'Yvan Colonna. L'ancien député a toujours affirmé que son fils était avec lui le soir du meurtre, ce qui, dit-il, n'a pas plu aux enquêteurs. Moi, on m'a menacé de me transférer à Paris pour me mettre en garde à vue, de même que ma sœur, qui avait près de 80 ans, parce que les policiers m'ont affirmé ce soir-là qu'ils avaient la preuve que mon fils était l'assassin du préfet, et que je faisais un faux témoignage, et que j'étais donc passible de je ne sais quelle poursuite pour faux témoignage. Dans le dossier Yvan Colonna, l'accusation ne se base que sur les aveux de 2 membres du commando qui se sont rétractés depuis. Alors avec l'acquittement d'hier, son avocat s'engouffre dans la brèche. Je crois que le jour où on regardera ce qu'il y a dans ce dossier, eh bien à ce moment-là, on va se rendre compte que c'est à tort, au mépris de la vérité, au mépris du dossier et au mépris du droit que Colonna, pendant des années, a été présenté comme coupable. Avant le procès de son assassin présumé, une question essentielle se pose donc aujourd'hui. Qui a voulu la mort de Claude Erignac ? Un mot aussi suite à la polémique entre parlementaires et magistrats sur l'affaire d'Outreau. Jacques Chirac, dans son rôle de garant des institutions, s'est exprimé sur le sujet. Il estime que la commission d'enquête parlementaire ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, mais que ses travaux doivent se poursuivre dans la sérénité et le respect de cette même autorité. Fin de citation. On évoquait la grippe aviaire en début de journal. L'alerte reste plus que jamais en vigueur dans l'autre grand dossier sanitaire du moment, le chikungunya. Un nouveau bilan a été donné aujourd'hui. La maladie serait directement ou indirectement à l'origine de 77 morts et il y aurait 130 000 malades à La Réunion sur une population de quelques 800 000 personnes. Pour bien se représenter ce que cela signifie, il faut imaginer que rapporté à l'échelle de la France entière, cela équivaudrait à plus de 10 millions de malades. Sur place à La Réunion, Jacques Cardos, Guillaume Fautra. 2 jours après la mort d'une petite fille, nouvelle inquiétude dans cette région. La fillette n'a que 6 ans et vient pour la 2e fois en 3 semaines. Le diagnostic est là, elle est atteinte de la maladie. Ça fait beaucoup mal. Ça va où Mes poignets, mes chevilles. On va rester là, on verra. Hein. Et moi, je suis très inquiète là, par rapport... Il y a eu beaucoup de morts hein, depuis le début de l'épidémie. Moi, je suis beaucoup inquiète. Face à l'inquiétude, le personnel hospitalier ne peut que soulager la douleur. Pour le reste, chaque cas fait l'objet d'une étude. Mais les autorités ne se font aucune illusion, le virus va continuer de se propager. Progressivement, une fraction de plus en plus importante de la population aura été un jour ou l'autre en contact avec un moustique porteur du virus et va progressivement se contaminer. Ce couple a dû réaménager son intérieur en raison des effets de la maladie. Une chambre d'hôpital à domicile. Tous 2 développaient d'autres pathologies auparavant, comme l'arthrose. Le chikungunya a aggravé leur état de santé. On ne peut pas décrire la douleur. C'est inimaginable. Ça fait 1 an, depuis le mois de mai de l'année dernière, qu'on est comme ça, on vit comme ça. 22 000 malades supplémentaires ont été recensés la semaine passée. La propagation du virus continue et nul ne sait jusqu'où elle ira. À l'étranger, le spectre de la guerre civile en Irak. Après l'attentat contre le mausolée de Samarra, les affrontements entre chiites et sunnites se déchaînent. Des dizaines d'attaques ou d'actes de vengeance sont recensés. Il y aurait plus de 130 morts pour cette seule journée. Dorothée Olyric. Ils sont venus crier leur colère là où ce qu'ils appellent le sacrilège a été commis. À Samarra,
Ils sont des milliers de chiites au pied de la mosquée d'Or, ou du moins ce qu'il en reste après le dynamitage du dôme sur ce lieu saint de l'islam chiite. Les chiites ont immédiatement accusé les sunnites d'être responsables de l'attaque et les représailles se sont enchaînées. En quelques heures, des dizaines de mosquées sunnites ont été mitraillées, saccagées ou incendiées et on parle de 130 personnes assassinées à Samarra, Bagdad ou encore Bassora. Un scénario se profile particulièrement redouté par les Américains, celui de la guerre civile entre communautés sunnites et chiites. Un scénario que les religieux des deux bords peinent à contenir. George Bush a dénoncé l'attentat contre la mosquée d'Or. Cet acte, a-t-il dit, est destiné à semer la discorde civile. Même condamnation de la communauté internationale qui redoute un embrasement général dans le pays. Un pays qui résonne ce soir encore des cris de vengeance. Un pays où une journaliste d'Al Arabiya a également été enlevée puis assassinée avec 2 membres de son équipe. C'était aujourd'hui à Samarra, Irak. En bref, encore à l'étranger, l'effondrement du toit d'un marché de Moscou a fait au moins 51 morts et 32 blessés. Encore un accident attribué à une épaisse couche de neige tombée ces derniers jours sur la capitale russe. Mais les défauts de conception de l'édifice sont aussi évoqués. Un lâcher de pétales de rose à Paris pour Ingrid Betancourt sur le pont des Arts. Il y a aujourd'hui 4 ans jour pour jour que la franco-colombienne a été enlevée. Un grand portrait d'elle a également été déployé sur les grilles du Sénat au Jardin du Luxembourg à Paris. 4 ans de détention, 4 ans d'attente aussi pour sa famille. À Bogota en Colombie, depuis des années, sa mère continue de se rendre régulièrement à la radio pour s'adresser à Ingrid Betancourt en espérant que sa voix, ces quelques mots de réconfort seront entendus. Envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Mathias Second. Dans les quartiers défavorisés du sud de Bogota, la capitale de la Colombie, les enfants traînent souvent dans les rues. C'est ici que Yolanda, la mère d'Ingrid Betancourt, a fondé plusieurs orphelinats et centres d'accueil. Ça s'est bien passé l'école? Soyez sage, hein, pour qu'on vous aime bien. Malgré sa douleur, elle vient les voir presque tous les jours. La pauvreté c'est terrible en Colombie et c'est la chose qui me frappe de plus. C'est ça que Ingrid voulait faire quelque chose pour que ne soit pas seulement les riches qui gagnent ici en Colombie, sinon que ce soit pour tout le monde. Le combat d'Ingrid a été arrêté net il y a 4 ans. Kidnappée avec son amie Clara, ici à ses côtés, sur cette vidéo transmise par la guérilla des FARC, c'est geôlier. La mère de Clara, de santé fragile, s'est installée dans l'appartement de sa fille, une avocate. Elle trouve la force de résister à son absence au milieu de ses objets personnels, accompagnée par le souvenir des jours heureux. C'est insupportable. Ce qui me mine, c'est l'absence de nouvelles. On veut en savoir davantage, mais on ne peut pas. On ne sait rien. L'unique manière de communiquer peut-être avec leurs filles, Ingrid et Clara, la radio. Cette émission à la voix des séquestrés est diffusée en direct chaque dimanche de 1h à 5h du matin. Les familles des otages envoient des messages avec l'espoir d'être entendues au plus profond de la jungle. Mon amour, je crois que nous sommes à un moment clé et j'espère que la guérilla comprend l'importance du soutien international sur un accord humanitaire et qu'elle donnera une réponse rapide et positive. Je t'envoie tout mon amour, tu es la fille de mon âme. Reçois ma bénédiction. Ingrid et Clara sont des otages parmi des milliers d'autres en Colombie. Cette émission de radio disparaîtra le jour où ils seront tous revenus. Bonsoir Mélanie Betancourt, vous êtes la fille d'Ingrid. Vous avez 20 ans, vous en aviez 16 à l'époque. Juste avant de vous entendre, voici l'une des dernières vidéos, l'un des rares signes de vie de votre mère. C'était en juillet 2002. Elle lit un texte sous la contrainte de ses ravisseurs. On l'écoute. A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento, se nos haya querido explicar que para el secuestro la única solución es dejar que el tiempo pase, como si la vida del ser humano no contara. Lo que no acepto como colombiana es el abandono del Estado colombiano. Alors vous êtes infatigable, vous êtes à Rouen en ce moment pour un concert. Vous pensez que la mobilisation, concert, rassemblement peut être utile? Plus qu'utile, c'est ce dont nous avons besoin pour faire que les choses continuent à avancer.
Et vraiment aujourd'hui, après 4 ans de l'enlèvement de maman et de Clara, il faut qu'on continue à se mobiliser plus que jamais. Parce que c'est pas parce que le temps passe que l'urgence cesse, au contraire. Chaque jour, eh bien, on a une chance de moins de les revoir revenir vivants. Donc il faut qu'on se batte vraiment tout le temps pour qu'ils puissent revenir et pour faire comprendre aux FARC et au gouvernement colombien qu'il est nécessaire de trouver un terrain d'entente et qu'il faut faire passer la vie humaine, la liberté humaine avant d'autres intérêts particuliers et tout. Et ça, c'est un devoir qu'on a, je veux dire, en tant que Français, en tant qu'Européens, la communauté internationale aussi doit le faire. Les FARC, les ravisseurs qui ont indiqué, qui ont promis à demi-mot de donner un signe de vie, comme on dit, d'Ingrid Betancourt. Vous attendez cette vidéo, vous vous y raccrochez à ce signe que vous espérez? Oui, nous et beaucoup de familles. Et simplement à propos de ça, je voulais simplement préciser parce que je vous ai entendu dire quand vous évoquiez la dernière preuve de vie de maman, la première, le fait qu'elle lisait un texte sous la contrainte de ses ravisseurs et c'était pas du tout le cas. Au contraire, dans les 2 dernières preuves de vie qu'on a eues de maman, elle était d'une force incroyable, très sereine, très femme politique. Enfin, le fait est que maintenant, ça va faire presque 3 ans qu'on n'a pas de preuve de vie d'elle et de Clara. Et c'est le cas aussi pour de nombreuses familles d'otages en Colombie. Et on attend une preuve de vie des FARC, bien sûr, et il est temps qu'ils la donnent. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, s'ils veulent être reconnus par la communauté internationale, s'ils ne veulent pas passer à côté d'une opportunité historique, eh bien, il faut qu'ils fassent un geste, c'est un geste fort qui montre qu'ils sont prêts à aller de l'avant pour un accord humanitaire. Merci Mélanie, et on espère que vous serez entendus. À noter ce soir sur France 2 à suivre un documentaire qui retrace l'enlèvement d'Ingrid Betancourt et la mobilisation autour de sa détention à suivre en 3e partie de soirée. Actualité sociale en France, la mobilisation anti-contrat première embauche continue. Lycéens et étudiants étaient plusieurs milliers dans les rues aujourd'hui, notamment ici à Paris ainsi qu'à Toulouse, où des échauffourées ont éclaté alors que les manifestants tentaient de rentrer à l'intérieur du siège du MEDEF. 2 personnes ont été légèrement blessées. Mobilisation également de la CGT contre le contrat première embauche. La Fédération des fonctionnaires appelle à faire grève et à manifester à son tour le mardi 7 mars. Les sciences avec la voiture de James Bond au service de la sécurité. Les nouveaux modèles de véhicules intelligents ont été présentés aujourd'hui à Bruxelles. Arrêt automatique en cas d'accident, vision nocturne, Internet intégré. Voici les tout derniers progrès. Julien Beau. C'est une situation qui arrive tous les jours. Un obstacle, seule solution, freiner. Encore faut-il être assez rapide. Dans cette voiture, une caméra reliée à un ordinateur analyse en temps réel la route. En cas de danger, la voiture pile d'elle-même. Le conducteur peut à tout moment reprendre le contrôle de son véhicule. 6 ans d'études pour un système qui prend encore un peu de place dans le coffre. Mais les concepteurs des Français estiment que la technologie est suffisamment aboutie pour envisager une commercialisation. Moins élaboré, mais tout aussi efficace. Ce radar anti-collision caché sous le capot de la voiture. Il maintient les distances de sécurité avec le véhicule devant vous. En cas d'urgence, il peut même immobiliser la voiture. Prix de l'option, 2 750 € tout de même, auquel il faut ajouter les 83 000 € que coûte la voiture neuve. Dernière innovation, la caméra infrarouge. Elle délivre sur le tableau de bord une image de la route. Parfait la nuit pour voir les dangers cachés. But de ces innovations, limiter les accidents. On en compte 1 400 000 par an en Europe. Les Jeux Olympiques avec encore plutôt une bonne journée pour la France qui récolte une 9e médaille, le bronze pour l'équipe de relais féminin en biathlon derrière les Russes et les Allemandes. Sur place, Florent Gautreau, Régis Maté. Le biathlon, sauveur de la nation. Une 4e médaille remportée cette fois par Sandrine Bailly et ses copines du relais féminin. Pas mal pour un sport qui ne compte que 150 licenciés en France. Ces 4 copines qui voulaient vraiment ramener quelque chose. Pour tous ceux qui nous ont aidés, pour tout le staff, pour tous les techniciens, les masseurs, et on l'a fait, c'est génial. Et pourtant l'affaire était mal engagée. Les Françaises sont 14e après le premier relais. Mais Florence Bavrel et Sylvie Beckhardt remontent à la 5e, puis à la 4e place. Sur le bord de la piste, il y a les garçons médaillés de bronze mardi et les bronzés font du bruit. Moi je suis un peu tendu là, je crois que c'est la première fois que je suis aussi motivé pour les filles, quoi. Dans les tribunes, la mère de Sandrine Bailly, elle aussi est tendue. Elle sait que sa fille, la 4e relayeuse, a le podium au bout des skis et au bout de sa carabine.
Reçu 5 sur 5 au tir debout, Sandrine Bailly dépasse la Bélarusse Zubrilova. La médaille n'est plus en chocolat, elle est en bronze. Mon mari doit être derrière la télé, doit être fou. On va se remonter de la 12e à la 3e, et il fallait vraiment y croire. Hein. Nouvelle médaille de bronze pour un relais français. Les filles ont fait aussi bien que les garçons. La parité existe au moins en biathlon. Football, la Ligue des Champions est une image de ce qui ressemble à une finale avant la lettre. Barcelone-Chelsea, eh bien les Catalans se sont imposés en terre anglaise. Victoire 2-1 avec ce dernier but signé Eto'o. De la tête. Une exposition événement au musée du Louvre, une rétrospective consacrée à Ingres, souvent considéré comme un maître du classicisme, de l'académisme. On le redécouvre aujourd'hui sous un autre jour. Isabelle Bechler, Olivier Robert. Amoureux de la chair, amoureux des étoffes. Aujourd'hui, Jean-Auguste Dominique Ingres aurait couru les défilés de mode ou les ateliers de haute couture. Toute son existence de peintre a servi à magnifier le corps des femmes dans un écrin des tissus les plus sophistiqués. C'est un des artistes qui a le mieux su peindre de manière quasi tactile en fait la différence entre un velours et de la soie, la couleur d'une étoffe, tous les raffinements du chatoiement que peut avoir une robe de bal par exemple dans ses grands portraits féminins. Et très très souvent ce qui est frappant, c'est le contraste justement entre les chairs et ce traitement très très charnel des étoffes. Ingres ne peint pas la femme qui l'inspire dans sa vérité anatomique. Il lui fait rejoindre son rêve, quitte à lui rajouter 3 vertèbres comme à la grande odalisque. C'est plutôt un rythme, une musique que le fantasme de l'artiste voit dans un corps. Il oublie très souvent le modèle, le sujet, l'anecdote qui est le point de départ de son tableau pour s'intéresser à la mélodie du corps. Et il y a des fugues et des contre-fugues avec la ligne d'un bras ou avec le mouvement d'une jambe et on a le sentiment que c'est ça au fond qui est le sujet réel de son tableau. La musique des corps jusqu'à la cacophonie du bain turc, rêve oriental d'un peintre octogénaire resté très vert. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, c'est toujours l'hiver, 20h50, envoyé spécial avec au sommaire notamment la vérité sur Little Buddha, cet adolescent qui médite jour et nuit au pied d'un arbre au Tibet depuis 8 mois. Vous avez rendez-vous avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. À lundi.